qui était situé tout près d'ici, hein, devant ce qui est aujourd'hui le Collège de France, entre la rue Saint-Jacques et la rue Jean de Beauvais, quelque chose comme ça. Voilà. Bon, écoutez, je vous laisse la parole et merci de votre présence. Bien, bonsoir et merci pour cette invitation. Donc, je voudrais vous parler ce soir de la commanderie des Hospitaliers de Saint-Jean-de-Latran à Paris, sous l'angle évidemment de l'architecture plutôt que de l'histoire. Vous savez, les Hospitaliers sont un des ordres militaires qui ont été créés après la première croisade, donc à l'extrême fin, qui a abouti à la prise de Jérusalem par les croisés en 1099. Donc c'est un ordre de frères qui remonte. Pas assez fort. Voilà, il est en marche, pardon. Un ordre, oui, ça marche, pardon. Un ordre qui remonte donc au début du XIIe siècle et qui a multiplié des établissements en Europe occidentale, ce qu'on appelait des commanderies, qui servaient notamment à gérer un patrimoine foncier qui s'est accru très, très rapidement et dont les revenus évidemment permettaient d'aider les pèlerins, de les accueillir sur place et le long de leur cheminement évidemment sur plusieurs milliers de kilomètres jusqu'en Terre Sainte. À Paris, donc, les Hospitaliers se sont installés à une date qui nous échappe, puisque les sources sont muettes sur ce point. Ce sont au plus tard, au milieu du XIIe siècle, sur la rive gauche, donc à quelques pas d'ici. Voilà. À proximité de la rue Saint-Jacques, évidemment, vous connaissez bien, au sud de l'actuel boulevard Saint-Germain, à Moyen-Âge, la rue des Noyers, qui a été avalée, si je puis dire, du personnel du boulevard sous le Second Empire, et également à l'ouest de la rue Jean Beauvais, et au sud de la rue des Écoles. Vous voyez, les transformations du quartier sous le Second Empire ont entraîné la disparition complète des vestiges donc de cette commanderie remontant donc au plein Moyen-Âge. Alors, l'établissement des Hospitaliers à Paris est certes plus modeste que celui des Templiers, autre ordre militaire, qui lui, après un établissement provisoire à proximité de la Seine et sur la rive droite, a migré en dehors de la ville médiévale de cette époque-là, à proximité de l'actuelle mairie du 3e arrondissement. Le carreau du Temple garde évidemment dans la toponymie la trace de la présence de cet ordre militaire. On peut aussi évoquer un troisième ordre qui lui était le plus modeste des trois établissements parisiens, l'ordre des Trinitaires ou des Mathurins, qui se trouvait de l'autre côté de la rue Saint-Jacques. Donc il reste quelques maigres vestiges immédiatement à l'est de l'hôtel de Cluny, l'ordre des Trinitaires étant plutôt chargé de rassembler des fonds pour payer des rançons afin de délivrer des captifs lors de leur pérégrination vers la Terre Sainte. Alors, évidemment, je passerai rapidement sur l'ordre des Templiers, qui évidemment n'est pas le sujet de la conférence de ce soir, mais pour évoquer quand même un vestige de leur premier établissement, donc à proximité de l'actuel hôtel de ville, donc avec la tour dite du Paix au Diable, dont vous avez ici une coupe réalisée au début du XVIIIe siècle, une tour qui a disparu aux alentours de 1840 et qui donc présentait, ça n'est pas sans affinité avec certains vestiges que nous venons voir de la commanderie des Hospitaliers, une structure donc quadrangulaire à plusieurs niveaux voûtés superposés. Le principal établissement des Templiers comportait donc dans son état à la fin du XIIIe siècle, qui n'a pas beaucoup bougé jusqu'à la fin du XVIIe, quand Claude du Chastillon le représente, deux tours, la tour dite César, qui devait remonter à la deuxième moitié du XIIe siècle, une tour quadrangulaire également, moins monumentale que ce qu'on appelait la grosse tour, mais qui n'est pas antérieure à la fin du XIIIe siècle, et qui a sans doute servi de modèle d'ailleurs au donjon du château de Vincennes, postérieur de plus d'un demi
de Jérusalem et une extension avec un chœur gothique et un porche également du milieu du XIIIe siècle. L'établissement des Hospitaliers sur la rive gauche, donc je vous l'ai dit, n'est malheureusement pas documenté. Les premiers documents écrits donc, qui nous renseignent sur la présence des Hospitaliers dans cette région de la rive gauche date de 1171. À cette date, donc, nous possédons un arbitrage par l'archevêque de Sens, Guillaume, qui est le frère de la reine Adèle de Champagne, donc proche du roi Louis VII, qui propose un règlement à un conflit qui oppose d'une part les frères hospitaliers au chapitre de l'église de Saint-Benoît-le-Bétourné, donc collégiale paroissiale, sur le territoire de laquelle donc, les hospitaliers se sont installés. La collégiale église de Saint-Benoît-le-Bétourné, qui a été aussi détruite vers le milieu du XIXe siècle, à l'occasion du percement de la rue des Écoles, se trouvait grosso modo sous l'angle nord-est du bâtiment de la Sorbonne actuelle. Un règlement donc, qui arbitre indifférent entre d'une part les frères hospitaliers et le chapitre de Saint-Benoît-le-Bétourné ainsi que le chapitre de Notre-Dame de Paris. Et les termes du règlement mentionnent donc un oratoire que les hospitaliers avaient construit dans la censive de Saint-Benoît, donc sur le territoire de la paroisse où la collégiale percevait des droits. C'est donc la preuve qu'en 1171, il y a déjà un lieu de culte desservi par les frères hospitaliers. Et l'acte précise également que les frères possèdent des maisons pour lesquelles donc, ils versaient annuellement un cens de 11 sous et 2 muids de vin, paiement en espèces et en nature, au chapitre de Saint-Benoît. L'acte stipule également que les frères pourront conserver leur oratoire et le cimetière contigu, mais qu'ils ne pourront avoir de cloche sans l'accord des chanoines de Notre-Dame. On a ici une illustration évidemment de cette hiérarchie très sourcilleuse du chapitre et de l'évêque de Paris qui veulent contrôler évidemment la carte religieuse, donc monumentale, mais aussi les manifestations sonores, puisque de manière récurrente on souligne que les cloches de Notre-Dame doivent sonner les premières dans la journée. C'est une autre manière évidemment de montrer la position éminente du chapitre de la cathédrale par rapport à toutes les autres églises dans Paris. Donc les frères peuvent conserver leur oratoire et le cimetière, ne pas avoir de cloche, et on précise que le cimetière ne pourra accueillir que les frères, leurs serviteurs, leurs malades et ceux qui viendraient à prendre l'habit de l'ordre. Donc c'est la preuve que l'établissement des hospitaliers donc, est ouvert quand même sur l'extérieur, qu'on y a des activités d'ordre hospitalier, évidemment par définition, on peut accueillir des malades ainsi que des pèlerins. Alors malheureusement, aucun vestige ne nous est connu, non seulement dans Paris actuel, mais dans la documentation ultérieure, figurée notamment, dont nous allons voir quelques témoignages, ne nous est parvenu de cette période. Il faut attendre une génération plus tard, donc aux alentours de 1200, pour voir véritablement, apprécier les éléments de la parure monumentale de la commanderie des hospitaliers. Donc, autour de 1200, manifestement, la commanderie semble jouir d'une certaine prospérité, ce qui explique la construction ou la reconstruction d'un certain nombre d'édifices à l'intérieur de l'enclos. Mais, évidemment, ces édifices ont disparu au cours de la première moitié du XIXe siècle, donc il n'en reste rien de visible, peut-être dans des caves en cœur d'îlot, immédiatement au nord de la rue des Écoles, donc pourra-t-on un jour découvrir éventuellement des vestiges. Et dans l'état de nos connaissances, évidemment, nous sommes bien en peine pour évoquer ces bâtiments donc, qui bordaient la grande cour de l'enclos, donc ici une restitution par Adolphe Berthy dans des volumes de la topographie historique du Vieux Paris, fondé sur un important travail de dépouillement des sources d'archives et puis aussi de surveillance
archéologiques par Berthier lui-même ou par des collègues. Et donc, on voit ici, donc, sur ce plan, la commanderie elle-même, donc en cœur d'îlot, avec un accès par le sud, donc une porte principale, à l'angle donc d'un grand bâtiment de plus d'une dizaine de travées, qui est une grange où manifestement on stockait une bonne partie de la production agricole, donc issue des terres que possédait la commanderie et qui était surtout concentrée au sud de Paris médiéval, intégré maintenant évidemment dans le Paris actuel, dans les 13e et 14e arrondissements, dans les quartiers de l'Oursine, de la Tombe d'Issoire en particulier. Et donc, production de céréales, de vin, etc., pouvait être stockée dans cette grange pour être consommée évidemment sur place et éventuellement aussi écoulée. C'est donc une source de revenus pour la communauté. On parle également du logis du prieur, donc, qui était placé à la tête de la communauté. Ce logis, du mal à apprécier, qui devait se situer donc, entre l'église, dont nous allons évidemment davantage parler, et la grosse tour, qui nous retiendra également. D'autres bâtiments, évidemment, servaient de logement pour les frères, pour les serviteurs, etc. La communauté, les effectifs de la communauté des hospitaliers de Paris ne sont pas connus avant la fin du XVe siècle, où on mentionne seulement 4 frères. Il n'y en a plus que 3 à la fin de l'Ancien Régime, une communauté évidemment très réduite, mais il faut leur ajouter évidemment des serviteurs, etc., qui pouvaient évidemment gonfler les effectifs de la communauté. Il ne faut pas oublier non plus qu'avec la suppression de l'ordre des Templiers en 1312, eh bien, le patrimoine des Templiers va être transféré entre les mains des hospitaliers. Qu'à partir de cette date, évidemment, la communauté des hospitaliers à Paris va faire de l'ancienne grande commanderie des Templiers, donc au nord du Paris médiéval, la principale maison, disons, à l'échelle du nord de la France, ce qui évidemment va empêcher dans tout développement du premier établissement sur la rive gauche. Ce n'est pas le signe évidemment de modestie des hospitaliers à l'échelle de Paris, mais avec ce dédoublement des installations, c'est évidemment l'ancienne maison des Templiers devenue hospitalière à partir de 1312 sur la rive droite, qui devient le principal point d'établissement des hospitaliers donc, dans Paris. Alors, nous allons parler plus en détail donc, des 2 bâtiments qui nous sont les mieux connus grâce à une iconographie ancienne assez riche. Donc la grosse tour d'abord, puis l'église de la commanderie. Alors cette tour donc, a disparu à l'époque des aménagements haussmanniens du quartier. Elle porte au XIXe siècle, avant sa disparition, le nom de tour Bichat parce que célèbre chirurgien y a mené des expériences d'anatomie et malgré le prestige donc, du personnage, n'a pas pu sauver cette tour donc, qui se trouvait donc, sur le tracé de l'actuelle rue des Écoles. Évidemment, les impératifs d'aménagement urbanistique qui ne se sont pas embarrassés de soucis de conservation patrimoniale. Alors voilà ici un dessin de la tour donc, au début du XIXe siècle, conservée avec la collection des tailleurs au département des estampes de la Bibliothèque nationale, donc une tour quadrangulaire à plusieurs niveaux, qui a été étudiée par les érudits du deuxième quart du XIXe siècle, le baron Guilhermy, Viollet-le-Duc, etc., qui était unanime pour la dater de l'extrême fin du XIIe, du début du XIIIe siècle, sous le règne de Philippe Auguste, qui a régné entre 1180 et 1223. La tour se composait donc de 4 niveaux. Les 3 premiers niveaux, donc sur cette coupe de Viollet-le-Duc,
était voûté d'ogives, avec une structure qui s'amincit progressivement, et le dernier niveau, donné directement sous les combles, avec des ouvertures, crénelage peut-être, qui permettaient de guetter, de défendre les abords de la commanderie, donc dans son angle sud-ouest de l'établissement. Cette tour comportait une tourelle d'escalier dans l'angle nord-est, qui desservait évidemment les différents étages, et elle était également reliée directement, mais seulement à partir du troisième niveau, du deuxième étage, avec le logis du prieur, qui s'étirait ici à l'angle sud-est de la tour. Vous voyez, chaque niveau voûté comportait 2 travées approximativement carrées, voûtées d'ogives retombant sur des supports composés donc, de plusieurs colonnettes donc, engagées ou adossées au mur, dont Albert Lenoir, autre architecte que Viollet-le-Duc a fait reproduire donc, dans son ouvrage donc, La statistique monumentale de Paris, publié en 1867. Albert Lenoir, on le rappelle, est l'architecte qui a aménagé l'hôtel de Cluny et les thermes de Cluny pour leur ouverture comme musée en 1843. Déjà intervenu plusieurs reprises dans le quartier, et donc il a été témoin de la démolition aussi de cette tour Bichat, donc de la commanderie des Hospitaliers. Alors, on voit différents types de supports suivant les niveaux. Ici, reproduit à la même échelle, donc plus ou moins saillant. Ici, simple triplé de colonnettes adossées au mur, alors qu'ici, on a un support évidemment plus massif. Avec la démolition de cette tour, au cours de la démolition de la tour, certains vestiges ont été déposés, conservés et déposés au musée de Cluny, justement, où ils ont été donc, stockés dans les réserves, donc non visibles, faute de place, évidemment. C'est toujours le cas, peut-être avec la réouverture du musée prochainement, certains des chapiteaux donc, seront présentés. Ils ont été donc déposés au début des années 1850, au moment de la destruction de la tour, mais ils n'ont été inventoriés qu'en 1891. Donc il s'est passé près d'une quarantaine d'années avant qu'on prenne la peine d'écrire une notice donc dans les inventaires du musée. Et évidemment, la mémoire s'était effacée, puisqu'entre-temps, le conservateur Edmond du Sommerard était décédé, c'est un autre conservateur qui avait pris le relais. Et donc, il faut être très prudent sur justement les identifications qui sont faites de ces nombreux chapiteaux. Je vous en montre 4 ici, il y en a plus d'une dizaine au total, qui sont tous mentionnés dans l'inventaire, mais donc 40 ans presque après leur versement, comme provenant de la grosse tour de la commanderie. Mais c'est peut-être erroné, parce qu'il y a d'autres bâtiments, à commencer par l'église qu'on va voir, qui pouvaient remonter à cette période-là, et ces chapiteaux ne datent pas tous de la même période. Si vous regardez le chapiteau en haut ici, en haut à gauche, avec ses feuilles recourbées aux extrémités, des feuilles très simples, avec une nervure unique, on peut trouver des rapprochements, par exemple dans le décor sculpté de l'église Saint-Pierre de Montmartre, qui a été fondée en 1147. Donc on peut remonter beaucoup plus tôt. En revanche, le chapiteau voisin, de même que celui en bas à gauche, avec ses fleurs polylobées, ses feuilles polylobées, qui ne semblent pas correspondre à une espèce végétale bien précise, ce qu'on appelle parfois de manière un peu schématique une flore généralisée, et caractéristique du décor végétal des chapiteaux aux alentours de 1200. Et en revanche, le dernier chapiteau ici, le chapiteau accroché, fait de cette forme recourbée de feuilles très stylisées, dont l'extrémité bourgeonne
avec des aspects cette fois-ci qui peuvent évoquer quand même des espèces précises comme des feuilles de vigne ou d'érable, sont un type qui ne peut pas être antérieur au deuxième quart du XIIIe siècle, par comparaison avec les édifices à Paris ou dans le nord de la France. C'est dire que si ces 4 chapiteaux provenaient bien de la tour de Bichat, celle-ci aurait été construite sur un laps de temps quand même très très long, alors que les vues d'ensemble donnent plutôt l'impression qu'il s'agit d'un monument quand même relativement homogène, ou alors c'est une tour qui aurait subi des transformations quelques décennies seulement après sa mise en œuvre. Alors, tout cela évidemment reste ouvert, puisque le monument a disparu. Il y a quand même certains détails qui intriguent. Donc ici je vous montre les coupes sur les 4 niveaux superposés de la tour, et ici toujours extrait du dictionnaire de Viollet-le-Duc, dictionnaire de l'architecture française du XIe au XVIe siècle. Il y a ici un croquis qui représente donc l'élévation du mur oriental, donc du 2e niveau, donc du 1er étage de la tour. Donc on est ici, où vous distinguez trois niches, chacune pourvue d'une meurtrière, en tout cas d'une fente de jour, que l'architecte a représentée, et avec ce détail quand même très intriguant de cette arcade géminée, donc avec 2 arcades séparées, qui retombent au centre sur une colonnette isolée qui est placée juste devant cette fente de jour ou cette meurtrière, ce qui est évidemment aberrant. Donc peut-être ici a-t-on un témoignage d'une reprise, une transformation à ce niveau, mais évidemment le relevé de Viollet-le-Duc est très schématique, ce n'est pas un relevé archéologique comme ceux que les archéologues peuvent faire maintenant en étudiant des édifices, et donc ça ne permet pas d'avoir une réponse précise sur, disons, l'unité, ou l'hétérogénéité, au moins de cette partie de la tour. Donc, dans l'état actuel, je pense qu'on peut continuer à se ranger donc, à l'avis émis par ceux qui ont encore pu voir la tour et qui avaient quand même une connaissance de l'architecture médiévale extraordinairement poussée pour l'époque, Viollet-le-Duc, le baron Guilhermy, qui donc datait la tour de la commanderie à l'extrême fin du XIIe ou du tout début du XIIIe siècle. Et donc, les chapiteaux qui sont antérieurs ou postérieurs ne proviennent peut-être pas de cette tour. Alors pour l'église, qui est l'autre bâtiment évidemment pour lequel nous conservons une iconographie assez riche, c'est un monument qui est mieux documenté aussi par les sources écrites. Vous apercevez ici à l'arrière-plan de ce dessin rehaussé de couleur, donc daté de 1668, qui se trouve également au cabinet des estampes de la Bibliothèque nationale. L'église en arrière-plan, avec peut-être ici des vestiges d'un cloître, en tout cas de galeries, qui pouvaient aussi réunir différents édifices éparpillés sur le site de l'enclos des hospitaliers, arcade en pierre, sur lequel s'élevaient des étages à colombage, bois et sans doute plâtre, ce qui était très fréquent évidemment dans l'architecture parisienne depuis le XIIe et XIIIe siècle. Et puis ici un porche plaqué donc à peu près au milieu du flanc sud de l'église. Alors cette église avait subi des transformations. Si on procède de manière régressive depuis les plus récentes, en général les mieux documentées jusqu'aux plus anciennes, il faut évoquer évidemment la reconstruction de l'abside de l'église, donc son extrémité orientale, à la fin du Moyen-Âge, à la fin du XVe siècle, sous le prieur Jean Lébailly. Donc on est à la fin du XVe siècle. Et évidemment, ici, on peut remarquer la différence entre cette abside ajourée de grandes fenêtres à plusieurs lancettes, avec des compositions donc, chantournées qui sont caractéristiques de la phase ultime de l'architecture gothique
France, qu'on appelle le flamboyant. Et puis cette porte ici ménagée dans le soubassement d'un des pans de l'abside, qui a un tympan couronné en forme de cloche, là encore, qui est une forme typique de l'architecture de la fin du Moyen-Âge. Je vous renvoie par exemple des édifices comme la tour Saint-Jacques, qui a été construite tout petit peu plus tard, au tout début du XVIe siècle. Et puis vous voyez bien que le toit de l'abside marque un décrochement très net par rapport au reste de l'église, donc aussi un indice supplémentaire de la réfection de cette partie de l'église à la fin du XVe siècle. Alors, sur le plan en dessous, qui est conservé donc aux Archives nationales, dans la série des cartes et plans, pas très lisible. On distingue quand même une forme de voûtement à partir de cet endroit-là, donc pour toute l'abside, et notamment donc des voûtes qui se distinguent nettement de celles de toute la partie droite de l'église, qui sont des voûtes simples, quadriparties, donc à 4 arcs d'ogives qui convergent vers la clé de voûte centrale, alors que ici, en avant de la voûte de la partie tournante de l'abside, on a une voûte à lierne et tierceron qui dessine un motif étoilé et qui là encore est typique de l'architecture de la fin du Moyen-Âge. Alors, avant cette transformation par la reconstruction de l'abside, pour des raisons qui nous échappent, peut-être mise au goût du jour, ou une partie de l'édifice en mauvais état, peut-être aussi la réfection d'un hôtel pour lequel on aurait jugé bon de refaire l'ensemble de l'église. Avant même donc cette transformation de la fin du XVe siècle, on a l'adjonction d'une chapelle sur le flanc nord de l'église, donc sa partie occidentale, la chapelle Notre-Dame de Bonne Nouvelle, qui a été fondée donc par un prieur de Montdidier, mort en 1417, Poncher, qui a choisi d'y être inhumé. Donc c'est une chapelle funéraire par un prieur, donc non pas de la commanderie de Paris, mais de Montdidier, donc en Picardie actuellement, entre Beauvais et Amiens, où il a décidé aussi de faire inhumer sa mère et son frère. Alors c'est une chapelle, donc, vous voyez, de 2 travées, ajourée donc, sur le flanc nord par 2 grandes fenêtres qui combinent des éléments de ce qu'on appelle la phase rayonnante de l'architecture gothique, donc celle qui a été ouverte avec les grands chantiers de Sainte-Chapelle, des parties haut du chœur de Saint-Denis à partir de 1230, mais qui se prolonge jusqu'à la fin du XIVe siècle. Donc rayonnante parce qu'on utilise des formes combinées de cercles avec différents rayons polylobés, mais aussi déjà des formes plus chantournées qui sont parmi les plus anciens témoignages sur Paris, justement, de cette architecture flamboyante. Alors, cette chapelle, évidemment, a été détruite au XIXe siècle. On en a différentes représentations. Ici, donc, avant sa disparition, parce que pardon, le document antérieur est issu de la publication de Le Noir de 1867, donc bien après la disparition de la chapelle. Ici, donc, une aquarelle conservée donc, au musée Carnavalet, qui vous montre aussi le flanc nord de la chapelle. Et ces fenêtres donc, ont été démontées soigneusement, donc, à l'époque donc, de la démolition de la chapelle, au début des années 1850, et remontées sur le mur nord aveugle de la chapelle de l'hôtel de Cluny. Donc, à l'époque déjà, musée centré évidemment sur des collections médiévales. Donc c'est au moins une bonne chose. Donc, vous avez ici un détail d'une de ces fenêtres, évidemment malheureusement privée de vitraux. Mais donc le remplage est conservé, vous voyez, avec un traitement très graphique des meneaux, c'est-à-dire ces éléments en pierre très très fins. Le bouchage est contemporain du remontage donc, au milieu du XIXe siècle. Et cette combinaison donc, d'arcs brisés, d'oculi à 4 lobes, qui sont fréquents dans l'architecture parisienne depuis les années 1230, avec
avec certaines formes, vous voyez, contournées, qui vont ce qu'on appelle des mouchettes ou des soufflets, qui vont se multiplier dans l'architecture durant tout le XVe siècle et encore au début du XVIe siècle. Et on trouve une fenêtre donc avec un remplage, c'est-à-dire cette combinaison, ce réseau de pierres qui subdivise l'ouverture de la baie, un remplage quasi identique dans un des vestiges de la chapelle Saint-Blaise qui s'élevait donc rue Galande, donc, à proximité évidemment de la commanderie, tout près de l'église Saint-Julien-Pauvre. C'est une chapelle donc, qui ne subsiste qu'une fenêtre bouchée. J'avais eu la chance de la voir, c'était pendant un certain temps visible depuis une salle de restaurant, je crois que le restaurant est fermé, et tu l'avais vu. Donc là c'est une photo que j'ai reprise, qui a été publiée dans le catalogue de l'exposition Paris 1400 qui avait eu lieu au Louvre en 2004. Et donc vous voyez, les deux remplages sont quasiment identiques. La seule différence, c'est que les lancettes pour la fenêtre de la chapelle Saint-Blaise sont redentées d'un trilobe. Donc vous avez cette forme trilobée qui vient s'inscrire sous l'arc principal. C'est quand même très mineur comme différence. On a ici deux chantiers contemporains, peut-être, c'est pas documenté, tailleurs de pierre qui ont travaillé sur les deux chantiers. La chapelle Saint-Blaise était la chapelle de la confrérie des maçons et tailleurs de pierre à Paris. Bon, c'était des artisans très talentueux, évidemment, qui ont travaillé à la reconstruction de cette chapelle. Alors, de la chapelle, nous avons de bonnes nouvelles. Des hospitaliers, de l'église des hospitaliers, proviennent aussi, enfin sont conservées aussi des consoles sculptées, un décor figuré, qui recevaient donc les voûtes d'ogive de la chapelle. Je vous en montre deux, donc avec un décor d'ange, groupé par trois. À gauche, ils tiennent un phylactère, évidemment, sur lequel devait être peinte une inscription, une antienne. Et puis à droite, donc, les anges musiciens. C'est un décor, enfin, une iconographie qui est très répandue à la fin du XIVe, au début du XVe siècle, qu'on rencontre à plusieurs reprises à Vincennes, par exemple, non seulement dans la Sainte-Chapelle de Vincennes, commencée dans les dernières décennies du XIVe siècle, que dans le donjon de Vincennes, qui est légèrement antérieur. Donc un décor qui est très soigné et qui montre évidemment la qualité et l'exigence du commanditaire, ses moyens également pour faire intervenir différents artistes. Alors au moment de la destruction de la chapelle avec l'église, au milieu du XIXe siècle, on a pris soin de faire un relevé aquarellé du décor peint, des figures de prophètes. Je vous montre ici une aquarelle donc, qui est conservée à la médiathèque de l'architecture du patrimoine, donc les archives des monuments historiques à Charenton, avec cette scène donc, de la Pentecôte, des apôtres, la Vierge recevant l'Esprit Saint, 10 jours après l'ascension du Christ au ciel. Donc c'est un des témoignages évidemment indirects par cette copie de la peinture à Paris aux alentours de 1400. Alors, si on revient à l'église principale, on a ici, en dehors de l'abside évidemment reconstruite à la fin du XVe siècle, cette chapelle Notre-Dame de Bonne Nouvelle vers 1400-1410, un monument qui est antérieur et qu'on peut dater encore des alentours de 1200, peut-être contemporain de la grosse tour. Donc je vous montre ici des dessins donc quand même assez précis, effectués par Alfred Bonardo, qui sont aussi conservés à la Bibliothèque nationale, aux estampes. Bonardo donc, est un témoin de la démolition de l'église. Donc vous avez ici l'extrémité du flanc sud de l'église, sa jonction avec l'abside, donc reconstruite à la fin du XVe. Donc on voit mieux ici que sur le document précédent le tympan donc en cloche, là, qui est typique hein, vraiment de l'architecture très aux formes très chantournées de l'extrême fin du Moyen-Âge. Et ici donc un autre dessin pris dans l'axe du monument de l'église,
correspondent à une sacristie ou une annexe de l'église. Ce qui nous retient davantage, c'est évidemment la vue sur le vaisseau, où l'on compte a priori 4 travées. L'abside est déjà détruite, donc l'abside de la fin du Moyen-Âge. Ce que vous apercevez au-delà du mur de soubassement de l'abside, encore en place, ce sont des vestiges, voûtes et retombées des voûtes de l'église, donc on peut dater des alentours de 1200. Voici les planches sont toujours tirées de la statistique monumentale d'Albert Lenoir, publiée en 1867. Donc l'élévation extérieure qu'on a déjà vue, la chapelle pleine de bonnes nouvelles. L'élévation intérieure, donc le revers de ce mur, donc avec cette arcade qui permettait de communiquer avec justement la chapelle Notre-Dame de Bonne Nouvelle. 4 travées selon le noir, couvertes d'ogives quadripartites qui retombent sur des faisceaux de colonnettes qui ne descendent pas jusqu'au sol, mais qui reposent sur des consoles, sont à peu près à entre 2 et 3 mètres de hauteur, sans doute pour permettre d'adosser un mobilier, des stalles peut-être ou autres, le long des murs. Ce mobilier avait déjà disparu à l'époque de la réalisation de ces relevés. Et ici une coupe donc, sur à la fois le vaisseau principal de l'église et la chapelle Notre-Dame de Bonne Nouvelle. Et ici donc une vue de la façade occidentale. Donc évidemment, seule la moitié droite ici remonterait aux alentours de 1200. Donc un portail unique, dépourvu quasiment de tout décor, avec simplement voussure à ressaut et au-dessus donc une grande fenêtre en arc brisé, très différent évidemment de la fenêtre occidentale de la chapelle Notre-Dame de Bonne Nouvelle, donc au début du XVe, qui est plus complexe à 2 lancettes sous un quadrilobe étiré. Les relevés de noir permettent aussi de voir alors ici 2 arcades aveugles qui devaient correspondre à une annexe, une sacristie primitive, donc aux alentours de 1200, détruite à la faveur de la reconstruction de l'abside à la fin du Moyen-Âge avec sa propre sacristie, des modillons donc en quart de rond, perpendiculaires au plan du mur, formant une corniche à la base du toit, un décor quand même qui est très très sobre. De même que vous voyez, les fenêtres sont simples, assez étroites, en arc brisé, coiffé à l'extérieur d'une archivolte qui forme simplement un larmier. Le décor est réduit à sa plus simple expression. Alors, sur le dessin aquarellé que je vous ai déjà montré, on distingue évidemment cette flèche qui coiffe donc, le toit au milieu de son développement. Une flèche apparemment sans doute charpente coiffée d'un couverte sans doute de plomb dans sa partie très effilée. L'église à cette époque-là, donc on est en 1668, paraît couverte d'ardoise, mais ça n'est sans doute pas la couverture primitive, autour de 1200. C'est davantage des couvertures en tuiles qui sont utilisées, enfin, qu'on rencontre, sauf exception évidemment Notre-Dame de Paris, la Sainte-Chapelle, au milieu du XIIIe siècle, qui sont couvertes en plomb. Mais les couvertures en ardoise sont encore trop onéreuses à ce moment-là, elles ne se développeront qu'à partir de l'extrême fin du Moyen-Âge. Alors, l'église est en effet très sobre, il y a quand même des éléments de décor qu'on peut subodorer, évidemment, c'est assez frustrant puisque la documentation est quand même très très simplifiée et générale. Des clés de voûte ici à l'intersection des arcs semblent comporter, en tout cas pour la 4e travée ici, des têtes sur le front de la clé, donc un motif qui est très répandu dans l'architecture gothique fin 12e, début 13e, qu'on rencontre dans les voûtes de Notre-Dame de Paris par exemple. Et puis ce qui était très intéressant dans ce dessin de Bonardo, c'est qu'il nous offre une coupe sur la charpente. Et donc on a une charpente donc à chevrons, donc les pièces obliques, formant ferme, qui forment une sorte de triangle. La succession permet de recevoir évidemment la toiture, avec des entrées. Les entrées, ce sont des pièces horizontales
retroussés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas à la base du triangle formé par les deux fermes obliques, mais plus haut donc, et dédoublés. Alors évidemment, comme l'église est déjà en cours de démolition, il est possible que certains éléments aient disparu et qu'il y ait eu quand même, non pas à chaque ferme, mais en alternance, des vraies entrées, donc à la base du triangle formé par les fermes. Vous avez aussi des potelets ici qui renforcent évidemment la charpente des fermes à leur base. Et c'est un type de charpente donc, qui est très répandu justement aux alentours de 1200, ce qui conforte aussi la chronologie de la nef de cette église, la commanderie des Hospitaliers. On la rencontre par exemple sur le cœur de l'église de Gonesse, au nord de Paris, qui est datée par dendrochronologie, donc par analyse des cernes de croissance des bois et comparaison avec des échantillons bien datés de 1210-1211. Et on l'a aussi sur la nef de l'église de Nesle-la-Vallée, donc on est dans la basse vallée de l'Oise, donc dans la région parisienne, qui a fait l'objet d'une étude par Frédéric Epau, spécialiste des charpentes, attaché au laboratoire de l'université de Tours. Vous voyez, avec ce dessin qui est très proche de celui que Bonardo nous a laissé pour la charpente de la commanderie de Paris. La charpente de Nesle-la-Vallée est datée de 1219, c'est-à-dire l'abattage des bois. Certains bois de charpente ont gardé le fragment d'écorce. On peut, avec comparaison avec des échantillons bien datés, avoir précisément la date d'abattage. Donc 1219, c'est la date d'abattage. Et les bois de charpente étaient mis en œuvre en général dans l'année qui suit l'abattage. On n'attend pas des années pour ce type de mise en œuvre, contrairement à des travaux d'ébénisterie qui sont très très différents. Donc cela conforte aussi la chronologie des grosses œuvres de l'Église aux alentours de 1200. D'autres sources figurées, comme ici cette aquarelle, également à la collection des tailleurs à la Bibliothèque nationale, vous montre l'église en cours de démolition, avec ici ces deux arcs qu'on a vus plus schématiquement représentés sur les relevés de noir, correspondant sans doute à une ancienne annexe ou sacristie. Donc ici, il y a une sorte de arcs qui paraissent dessinés à la surface d'un enduit, donc il est difficile d'interpréter. Mais si je vous montre ce document, c'est parce qu'on distingue apparemment des traces d'appareils de petite taille assez irréguliers pour ce qui se dégage sur les zones où les enduits ont disparu, très différent évidemment du mode de construction plus régulier des contreforts, comme aussi des ébrasements des baies. Donc la construction aux alentours de 1200 n'est donc pas complètement homogène, parfaitement homogène pour ce qui est donc, de la mise en œuvre des pierres pour l'élévation des murs, et donc une construction qui paraît assez modeste avec l'usage donc, de ce petit appareil irrégulier. Alors, on peut s'en étonner puisque ce qu'on connaît de l'architecture à Paris en général, à cette date-là, nous offre des témoignages d'architecture beaucoup plus soignés. Évidemment, avec des édifices beaucoup plus ambitieux comme Notre-Dame de Paris, ou à proximité quand même l'église Saint-Julien de Pauvre, sur laquelle je reviendrai. C'est peut-être aussi des témoignages d'une certaine austérité de l'ordre des Hospitaliers qui préférait peut-être, on ne peut pas le lui reprocher, investir plutôt dans l'accueil et les soins apportés aux pèlerins et aux malades que dans le luxe des constructions. À l'époque, on a des débats déjà sur des priorités à accorder. Le chantre de Notre-Dame de Paris, Pierre le Chantre, s'élève contre justement ce goût du luxe qu'on déploie à la cathédrale. C'est la volonté évidemment de l'évêque Maurice de Sully et de ses successeurs, d'une grande partie du chapitre. Pierre le Chantre, qui est pourtant un dignitaire, donne de la voix en disant c'est une véritable maladie de construire, donc morbus aedificandi, et clairement il explique qu'il vaudrait mieux affecter
réalité, ces sommes gigantesques qu'on engloutit dans la construction d'une nouvelle cathédrale, dans le soin aux pauvres et aux malades. On n'a pas été suivi, mais c'est toujours un débat récurrent, évidemment, au sein de l'Église, qui explique évidemment bien des mouvements de réforme, et peut-être donc les hospitaliers. L'exemple de Paris n'est pas unique, la commanderie de Paris n'est pas unique. Sont-ils plus longtemps, en tout cas, restés fidèles à certains principes de simplicité? Alors, l'église donc des hospitaliers de Paris est d'une grande simplicité, en effet, un vaisseau unique terminé sans doute à l'origine par une abside peut-être un peu moins profonde que celle qui a été reconstruite à la fin du XVe siècle, polygonale ou hémicirculaire. Les dimensions de quarantaine de mètres de longueur en font quand même une des plus grandes églises des commanderies d'hospitaliers, qui en général, ces églises ne dépassent pas une trentaine de mètres. Et il y en a une qui dépasse quand même cette échelle, c'est dans la région, la commanderie Saint-Jean de Corbeil, qui atteint une cinquantaine de mètres de longueur, et aussi qui est dotée d'un transept, donc d'un vaisseau transversal, avec un plan en croix, ce qui n'est pas le cas dans la quasi-totalité des chapelles des autres commanderies. Alors à Corbeil, on peut l'expliquer du fait que la commanderie de Corbeil, enfin, le prieur de Corbeil, avait autorité sur l'ensemble des commanderies du nord de la France. C'est une manière aussi de manifester une forme de prééminence, position supérieure. Mais à l'intérieur donc, de cette commanderie, qui elle est relativement bien conservée, on aperçoit donc, on reconnaît un parti architectural très proche de celui de la commanderie de Paris, puisque des voûtes d'ogives quadripartites carrées qui retombent sur des faisceaux de colonnettes qui s'interrompent donc sur des consoles à 2 ou 3 mètres de hauteur. Donc, c'est exactement le même parti qui a été suivi dans un vaisseau unique 137 à Paris. Alors l'ambition de l'église hospitalier de Corbeil, elle s'explique aussi par la présence, par les largesses accordées par la reine Ingeburge, deuxième épouse de Philippe Auguste, qui s'y est retirée donc en 1224, jusqu'après la mort de son mari. Des épisodes plutôt tristes dans sa vie. Il avait été répudié aux alentours de 1200, qui avait entraîné un scandale, etc. Des affrontements assez vifs entre la papauté et le roi de France. La reine s'est retirée à Corbeil donc, en 1224 et elle meurt en 1236 sur place et elle est inhumée dans l'église de la commanderie. Ici un dessin donc, du tombeau qui devait prendre place dans le chœur liturgique donc, de cette commanderie, près duquel donc, les frères priaient quotidiennement lors de la célébration des offices, notamment pour en mémoire de la reine. Donc qui a pu accorder des largesses et qui ont pu être utilisées aussi dans l'achèvement de la construction de cette église. La commanderie a été fondée à la fin du XIIe siècle, en 175. La simplicité de l'architecture ne permet pas de dater précisément, mais c'est plutôt un édifice du début du XIIIe siècle. Alors, revenons à Paris. Donc, l'église qui est le monument donc, de l'ensemble de la commanderie qui est plus aisé à approcher, même s'il y a encore beaucoup de questions, dispose donc d'une grande simplicité, mais qu'il faut aussi replacer dans le contexte local, donc de l'architecture à Paris, et même si beaucoup d'églises ont disparu, c'est intéressant évidemment de souligner que présenter sans doute des affinités avec certains éléments de l'église de Saint-Julien-le-Pauvre, donc aussi une église destinée dans le cadre de l'institution d'accueillir
fin du XIIe siècle, donc avec des fenêtres simples, notamment ici dans les 3 premières travées visibles, avec des archivoltes qui forment l'armier, etc. Et très proche, ce que l'on peut reconnaître évidemment sur les relevés que je vous ai déjà montrés d'Albert Lenoir. Alors, pour le reste, évidemment, à Saint-Julien-de-Pauvre, on a une église qui est plus ambitieuse, avec 3 vaisseaux, avec une élévation primitive, donc à 3 niveaux dans la nef, des grandes arcades, des ouvertures sur comble, fausses tribunes, comme on dit, et des fenêtres hautes. Ça n'a rien à voir avec l'élévation plane et un seul niveau de fenêtre du vaisseau unique de l'église des Hospitaliers. Alors, les documents dont nous disposons, évidemment, ne nous livrent pas tout. J'ai parlé tout à l'heure des clés de voûte, qui sont quand même avec ces têtes sculptées, au moins visibles sur la dernière clé, il y en avait peut-être ailleurs. L'abbé Leboeuf, qui est un érudit bénédictin, originaire de Bourgogne, mais qui a écrit une histoire de Paris, deuxième quart du XVIIIe siècle, où il fait état de visites nombreuses qu'il a faites à des monuments disparus depuis, évoque à propos de l'église des Hospitaliers qu'elle conservait d'importants vestiges de peinture. Il ne parlait pas seulement de la chapelle Notre-Dame de Bonne-Nouvelle, dont on a vu les relevés effectués dans cette scène de la Pentecôte par Denuel, mais aussi de l'église au début du XIIIe siècle. Il évoque aussi la présence d'une sorte de tapis de pierre tombale qui formait la totalité du pavement de l'église, ce qui était le cas dans la plupart des églises, alors vraisemblablement, donc des tombeaux, donc des fosses ayant servi à inhumer des frères hospitaliers donc dans l'église depuis le début du XIIIe siècle. Alors, sur 17 mentions de pierres tombales qui ont été relevées dans les sources écrites, publiées par Hélène Verlier dans l'épitaphier du Vieux Paris pour la commanderie, on conserve 3 fragments de pierres tombales, donc en pierre calcaire, qui ont également été versés au musée de Cluny, donc, qui étaient présentés, je pense que ce sera encore le cas à l'ouverture du musée, dans le couloir qui précède la salle des sculptures de Notre-Dame de Paris. Donc vous avez 2 fragments ici qui nous livrent par chance le nom de personnes du défunt inhumé. Il y a certain Raoul le Sarrazin, je ne pense pas que c'était un arabe, mais sans doute quelqu'un qui avait beaucoup voyagé jusqu'au Proche-Orient, etc. Et puis un autre seigneur de Vaugrigneuse, pas identifié précisément, mais qui a dû être également un frère. Et ce 3e fragment ici comporte le haut de l'effigie, donc une plate tombe gravée dans la pierre, mais sans le nom. Le texte mentionne simplement Requiescat in pace, donc il repose en paix. Le nom devait figurer sur une autre partie de la dalle qui n'est pas conservée. Il faut imaginer donc ces dalles, donc de grosso modo 2 mètres sur 1 mètre, formant la totalité du dallage de l'église des Templiers. Toute proportion gardée, évidemment, permet d'évoquer beaucoup plus tard la grande église des Chevaliers de l'Ordre de Malte à La Valette, qui, évidemment, avec un mobilier plus récent, conserve aussi cet ensemble tout à fait extraordinaire de pierres tombales qui compose la totalité du pavement de l'église. Et donc on peut imaginer que l'église donc, gothique des Hospitaliers de Saint-Jean, donc, dans son état au début du XIIIe siècle, ne devait pas être très différente d'autres églises d'hospitaliers qui sont mieux conservées. Par exemple, celle d'Elancourt dans les Yvelines, donc vaisseau unique, terminé par une abside hémicirculaire, un seul niveau de baie, des voûtes d'ogives quadripartites. Elle fait l'objet d'une restauration récemment qui a rétabli, complété des éléments de polychromie sur les consoles, sur des supports. Je ne garantis pas que ce soit exactement fidèle à l'état de cette église construite donc, également aux alentours de 1200, mais ça permet d'imaginer l'aspect de l'église de la commanderie des Hospitaliers de Paris. Et pour
conclure. Donc, il faut bien voir qu'au moment où cette église et cette grosse tour sont les deux seuls édifices qu'on peut restituer avec quand même une forte vraisemblance au moment où ces deux édifices en sont achevés, donc aux alentours de 1200, au début du XIIIe siècle, eh bien la rive gauche de Paris est en pleine mutation. Au milieu du XIIe siècle, donc c'est une carte, j'ai extrait de l'Atlas, on a écrit avec un collègue, Philippe Lorentz, sur Paris au Moyen-Âge. L'essentiel de la rive gauche est encore composé de clos, c'est-à-dire de jardins, de champs. Vous avez encore le nom du clos Bruno à proximité, donc avec quantité d'autres, et les parties loties, donc bâties, se concentraient autour de l'abbaye Sainte-Geneviève et aussi donc, entre la rue Saint-Jacques et la rue de la Harpe, jusqu'à peu près à hauteur de la rue Soufflot actuellement. Avec la construction de l'enceinte de Philippe Auguste sur la rive gauche, donc ici elle est encore virtuelle sous forme de pointillé, ici sur le plan de droite elle est effectivement construite. Donc on sait précisément que cette enceinte a été élevée entre 1205 et 1212, puisqu'on conserve un mémoire donc, des comptes royaux qui précise justement les dépenses engagées sur le Trésor royal pour la construction de cette enceinte. Eh bien, évidemment, c'est évidemment la partie lotie déjà qui se retrouve à l'abri de l'enceinte, mais quantité donc, de partie encore en culture rurale, ce qui va évidemment accélérer l'urbanisation de cette région de Paris, comme ça avait été le cas dès les années 1190 sur la rive droite. Et donc, en plein cœur de la rive gauche, la commanderie des Hospitaliers donc, se retrouve à l'intérieur, ce qu'on va appeler bientôt l'université, donc la partie de la ville de la rive gauche, protégée par une enceinte. Donc on peut dire que on pourrait penser plutôt que la tour, la grosse tour de la commanderie et l'enceinte, enfin le mur qui entourait l'établissement, deviennent inutiles, mais il ne faut jamais perdre de vue que ces éléments militaires ont aussi un aspect politique, donc déclamatoire, donc d'afficher évidemment la puissance et la relative autonomie donc, de l'établissement, et la tour de commanderie des Hospitaliers de Paris, avec sa vingtaine de mètres de haut, même si elle est plus modeste que la tour des Templiers, etc., était quand même visible donc, depuis le franchissement de la Seine sur le petit pont, etc., et signalait bien évidemment l'établissement des Hospitaliers. Et donc c'était un établissement, une institution clé, évidemment, dans le développement de la rive gauche, et qui a dû bénéficier aussi en retour de cette urbanisation accélérée de cette zone de Paris à partir donc, du tout début du XIIIe siècle. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup de cette présentation, parce que je crois que grâce à la somme de documents que vous nous avez présentés, nous pouvons maintenant un petit peu imaginer ce qu'était cette commanderie, enfin au moins ses éléments principaux, c'est-à-dire son église et sa tour. Merci beaucoup pour cette présentation. Je pense que vous acceptez de répondre à quelques questions. Avez-vous des questions à poser à M. Sandron ? Bonsoir. Je n'ai pas très bien compris où se situe exactement la fenêtre qui provient de la commanderie dans la rue Galande. Vous avez parlé de la chapelle Saint-Blaise, je me suis embrouillée un petit peu, et je ne vois pas où elle se situe. Je vois où est la rue Galande, mais... Oui, donc quand vous prenez la rue Galande en venant de la rue Saint-Jacques, c'est sur la rive, le côté gauche de la rue, et c'est une parcelle qui est contiguë à Saint-Julien-le-Pauvre. Je n'ai plus le numéro en tête, parce que c'est précisé dans le catalogue de... il y a un portail, Enfin, c'est à l'intérieur d'une maison. Avant, il y avait une
salle de restaurant donc, qui était ouverte évidemment au public. Et dans cette salle, on pouvait voir cette fenêtre bouchée. Maintenant, le restaurant, enfin, il a été fermé. Surtout que le Et restaurant l'éclairait pour le mettre en valeur, donc quand on passait dans la rue, on le voyait parce qu'ils avaient mis des spots dessus. Ouais. non, c'était là l'ancienne chapelle Saint-Blaise. Voilà, c'est ça, ouais. hein. Merci. Après, Merci. Une autre question? Est-ce Oui. qu'on sait, pardon. Non, mais pardon. Est-ce qu'on sait l'affectation de ces bâtiments avant leur démolition, enfin dans toute la première moitié du 19e siècle et voire plus tôt? alors, la grosse tour, visiblement, a été occupée par Bichat, alors peut-être attachée à l'école de médecine à l'époque. Pour les autres bâtiments, ça je ne sais pas. Parce que l'église, par exemple, Alors, c'est l'église depuis longtemps. l'abside a été détruite déjà dans les années 1820, donc c'est resté visiblement une ruine jusqu'au début des années 1850 avec le percement de la rue des Écoles. Donc il y a eu quand même une grande période d'abandon. Je ne sais pas. C'est un besoin détourné, maintenant c'était le salle de théâtre. Ouais. Avant qu'on Donc je ne sais pas précisément si ça a été vendu, acheté par des particuliers. Pardon, oui, Ah. Est-ce que je vais me permettre de répondre? Je vous en prie, oui. De cette question, j'ai posé des questions qui étaient que des hyper-spécialistes tout à l'heure. Mais il faut savoir que jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, c'était entièrement la possession de l'ordre de Bâle. Tous les bâtiments qui pouvaient être utilisés à différentes fins, en particulier la grande lumière qui servait à stocker les biens, mais il y avait aussi le trésor, enfin, les archives, etc. Après, le bien a été vendu bien national et comme dans d'autres cas, il a été fait en différents lots, ce qui a précipité sa chute parce que les lots étaient très mal entretenus. Ils n'étaient pas. Alors, on parlera après des bâtiments externes, c'est-à-dire ceux de la rue Saint-Jacques et les 5 ou 6 beaux hôtels particuliers. Ouais, pas particuliers. Mais ils ont été très vite extrêmement dégradés. Il y a eu une rue qu'on appelait la rue Noire, je crois, qui venait de la rue centrale, qui était un lieu de taudis. Du reste des images, vous avez montré la première image de la tour, on a l'indication, c'était extrêmement dégradé. Alors, l'église a été tronçonnée en plusieurs parties. On est partie l'arrière et partie Notre-Dame des bonnes nouvelles peut-être en premier. Mais l'école, elle a servi d'école jusque les années 1830, qui a retardé un peu sa destruction. Parce qu'on a des photos imagissimes de la Société d'Histoire, où l'on voit l'église, l'école, avec au fond le portail du Collège de France. Donc, on peut dire que les bâtiments après la Révolution ont été entièrement aliénés à des propriétaires privés. Ils n'étaient pas tous en bon état. On a vu celle du 17e qui porte du racine de Radio d'Israël Sylvestre même, qui donc le faisait, et qui montre des pauvres bâtiments. Il y avait, paraît-il, l'hôtel du commandeur. Alors, j'ai trouvé des choses de l'hôtel du commandeur qui était tout près de la cour, qui était d'ordre fin 17e, début 18e. Je ne sais pas si vous pouvez me confirmer. Non, je n'ai pas fait de recherche, j'en savais plus que moi. Moi j'ai une question. Sur une des gravures où on voit la chapelle de Nouvelle en ruine, on voit un dôme ou une coupole derrière, en arrière-plan. Oui. J'arrive pas à voir ce que c'est. Ah, ça, c'est. Donc le dôme qui est à droite, c'est le dôme de la Sorbonne, ça? Ah oui, oui. Je réfléchis à l'orientation. Il n'y a pas encore le bâtiment du Collège de France. À mon avis, c'est la Sorbonne, hein. C'est pas l'église, la Sorbonne. Je pense, moi je l'espère. D'après l'orientation, oui. Oui, c'est possible. En effet, oui, oui. On est vers le sud. Ou la rue Saint-Jacques est très près, hein, puisque la rue Saint-Jacques passe à
Oui, il est loué. Et voilà, il était loué comme ça se faisait, avec les privilèges propres aux hospitaliers, c'est-à-dire indépendants de la Sainte-Geneviève, qui était des grands propriétaires dits éminents, comme ça se disait avant, des terrains de cette partie de la rue. Donc il reste à la rue Saint-Jacques, au niveau de la rue des Écoles et la rue Saint-Jacques, 3 ou 4 beaux hôtels du 17e, avec leurs beaux grillages, les garde-fous des fenêtres. Ferronnerie. Très belle ferronnerie, qui étaient des bâtiments qui ont été réutilisés par des graveurs, alors je connaissais M. Alain Blondy. Oui. Alain Blondy, à rue de cette école, est un grand spécialiste de maths et de la commanderie. Il peut la faire visiter, mais dans la partie qui n'est pas la vôtre, qui est celle où c'est le Moyen-Âge, oui, c'est plutôt la fin de l'ancien régime. C'est l'occasion de reprendre contact, parce que je l'ai connu quand il était directeur de cabinet du président de la Sorbonne, il y a déjà 25 ans. Et donc, il y a toute cette série de bâtiments dont le terrain était loué. Enfin, vous savez comment se faisait la construction jusqu'à la salle de l'hôtel. Elle existe encore à Londres. C'est-à-dire que le bâtiment appartient au propriétaire, mais il n'a pas de sol. Le sol appartient, moyennant des redevances, appartient au propriétaire dit éminent. Oui. En ce qui concerne les fenêtres qui ont été démontées et remontées à Cluny, qu'en est-il des vitraux? Ils n'ont pas été préservés? Enfin, on n'a aucune information. Non, je n'ai pas l'impression, parce que si les vitraux avaient été déposés, donc versés au musée de Cluny, ils seraient toujours dans les collections, évidemment. On les connaîtrait, autour de la Françoise Gatouillane, qui est spécialiste éminente du vitrail. Il y a eu un catalogue des vitraux, de la collection de vitraux du musée de Cluny, et il n'y a aucun vestige, malheureusement, de cette chapelle de la Nouvelle. Donc, peut-être à l'époque, les vitraux étaient déjà détruits. Là, vu l'aquarelle, visiblement, ça ne correspond pas à un tracé de plomb de vitraux début 15e, on aurait des figures, etc. Vous la datez, cette gauche, là, vous la datez de quelle époque? La chapelle, Le dessin. le dessin, il est début 19e, je pense. Oui, moi je vous dis, je daterai dans les 1800, la fin du Premier Empire, parce que le Collège de France, nouvelle manière, n'est pas construit. Il le sera bientôt. Le chevet est déjà coupé. Oui, tout à fait. Et la chapelle nouvelle est encore dans un bon état. Ça peut être agréable. Évidemment, comme les vitraux sont plus fragiles que des corps sculptés, peinture murale, ça a pu souffrir pendant la période révolutionnaire. Donc il y a encore beaucoup de choses à Question. éclairer. Pardon? On est à la limite de la création de la photographie, il n'y a aucune collège. Non, malheureusement, j'ai pas trouvé de... Monsieur? Si? Non, mais moi aussi. Oui. Je recherche, il y a des daguerreotypes. Parce qu'il y en a, il y en a peut-être, mais bibliothèque, bibliothèque, etc. On a des photos mardi, enfin, toutes ces photos anciennes de Paris vers 1850. Enfin, dès 1850, il y a pas mal de photos déjà. Mais rien sur. On a des photos datant de 1870 qui montrent le carrefour de la rue où il y a l'impasse qui montre du Collège de France, donc j'ai oublié le nom, la rue de l'Anneau. Oui. On a des photos, c'est à quelques mètres, très ancienne, quelques mètres de la commanderie. Parce qu'à mon avis, la raison, c'est que c'était trop dégradé, trop moche, trop taudis. Écoutez, je pense que nous pouvons remercier M. Sandron. Oui.
mentionné. Parce que, Voilà. Oui, je vous connaissais très bien. non, mais je connais bien le sujet. Parce que, écoutez, je ne sais pas si c'est le privilège, mais d'appartenir à cette très vieille institution qui est Ah oui, en effet. Oui. et surtout, je fais partie de l'association d'histoire de la Ah oui. Justement, à la conduite. Oui, tout à fait. Grâce à lui, j'ai pu aller enseigner à Malte. Le professeur Mario Boadja, professeur à Malte, Ah oui, non, je la connais pas. historien, qui est en retraite maintenant. Mais lui est un hyper spécialiste de Malte du 18e. Oui, oui. Il a écrit un livre de Jean Paul Ier. Ah oui. Je l'ai acheté, Paul Ier qui est lié à l'histoire de Malte. Je vous prends juste un quart de seconde. Je suis Christiane Candillon et j'étais à la sauvegarde de la française. Ah oui, en Et donc, effet, madame, je me j'avais rappelle. tout à fait. Oui. Je me rappelle vos merveilleuses notices. C'était un plaisir. Merci. Félicitations pour ce que vous nous avez fait. Merci, c'est très gentil. Moi, ça m'a énormément intéressé parce que j'ai dû rester un petit peu militaire agricole d'abord. Merci beaucoup, monsieur. La première fois où vous y êtes venu. Ah oui, l'année dernière, il y avait... Et la présidente m'a dit, M. Deaulnay, vous voulez dire quelques mots. Alors, du coup, j'ai fait la Mais désolé de nous avoir imposé. Pas du tout, parce que ça m'a fait. Alors justement, si vous voulez, Montauban a débordé sur le Moyen-Âge, il a surtout vu toute l'histoire propre à Malte et aux relations entre une commanderie et le ministère. Et en particulier de parler des grands personnages, Jacques de Souvray, qui est le commandeur et après, commandeur du temple. Le temple était le prieuré de France. Et il avait dans la chapelle Notre-Dame des Nouvelles un tambour, ça ne dit rien, ça. Si c'est plus tard, oui, c'est ça. Ça va revenir. Et il y a un magnifique qui existe encore en Louvre, qu'on a vu avec ici, on a fait une visite des sculptures du 17e et il y a Jacques de Souvray un peu amputé de tout ce qu'il y avait à la chapelle de la Nouvelle, mais enfin la sculpture d'Anguier. Je vous laisse ma carte si jamais vous avez l'occasion, parce que j'ai marqué. Alors tout ce que vous m'avez, je connais pas mal de sculptures et ça, mais là vous en avez appris. Ah bon? Vous avez fait des recherches déjà Oui, parce qu'en fait, j'ai publié un article dans un volume de mélange pour le professeur Mario Boadja de l'Université de Malte. Et vous l'avez rétabli Écoutez, avec aujourd'hui, je vais vous envoyer. Je n'ai pas la version. Et alors, la grande question, mais c'est déjà pas au Moyen-Âge, c'est le 15e, c'est le 14e. Non, le 15e. Excusez-moi, c'est extraordinaire. Je voudrais juste, je ne vais pas vous oublier. Jean de Beauvais, j'ai beaucoup connu la rue. Alors Jean de Beauvais, c'était un évêque de Beauvais, originaire des Ardennes, qui a fondé. Comment? Il vivait dans la rue Jean de Beauvais. Je ne suis pas sûr. En tout cas, il a fondé un collège pour accueillir à Paris des étudiants pauvres. Il n'avait pas les moyens de suivre des études à Paris. Pour des étudiants originaires de diocèse de Soissons et de Reims. Et donc il a fait construire par l'architecte du roi de France, Raymond du Temple, la chapelle Saint-Jean de Beauvais, qui est maintenant l'église roumaine orthodoxe. Alors, vous les avez pas mais il y a des vues où on voit l'église, la localité très au fond, la tour de l'église de Saint-Jean de Beauvais, qui est du collège, et qui existe encore. Voilà, j'ai dit, monsieur, bah oui, l'église roumaine, qui est même peut-être plus ou moins cathédrale. C'est possible. Dans les orthodoxies. C'est magnifique.